Bonjour, mon nom c'est Julien Brault, PDG de Hardbacon. Vous écoutez Road to the IPO à Lulu Technologies, le podcast des entrepreneurs aguerris. Road to the IPO, le podcast des entrepreneurs aguerris. Aujourd'hui, au podcast, j'ai le grand plaisir de recevoir Julien Brault. Enchanté, Julien. Enchanté, Hugo. Merci. On se connaît, là? Mais... Oui, c'est vrai, on se connaît en plus. C'est juste que c'est une formalité quand on passe au podcast, je dis enchanté. Mais merci pour avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Oui. Fait que pour ceux qui ne te connaissent pas, qui regardent cette vidéo en ce moment, est-ce que tu peux nous parler de toi? Ouais, ben en fait, mon nom c'est Julien Brault, puis je suis le PDG cofondateur de Hardbacon. OK. C'est une application mobile qui aide les gens à analyser leur portefeuille, puis à prendre des meilleures décisions d'investissement en bourse. Puis avant de fonder cette compagnie-là, j'étais un journaliste économique, donc j'écrivais sur les entreprises cotées en bourse, les entreprises technologiques aussi. Puis pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours motivé, c'est l'idée que l'information a de la valeur. C'est-à-dire que ton podcast, par exemple, en l'écoutant, les gens apprennent des choses sur l'industrie qui se retrouvent peut-être dans les livres ou peut-être pas. Puis je crois beaucoup aux livres. J'adore les livres, j'en lis tout le temps, mais l'idée c'est que les livres, il y a beaucoup de puissance dans les livres, il y a beaucoup de puissance dans les podcasts, il y a beaucoup de puissance dans l'information générale. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a motivé autant à devenir journaliste. C'est ta job d'aller chercher de l'information puis de la donner au monde. Puis c'est ce qui nous a motivé à fonder Hardbacon, où dans le fond, on fait un travail de collecte de données qui est des données financières, puis qu'on les donne dans le bon contexte aux gens. Parfait. Mais alors, avant de parler plus sur vraiment Hardbacon, je vais parler de ta carrière en journaliste. Oui. Comment ça... Tu me parlais que tu aimais beaucoup l'information, fait que c'est ça que quand tu étais plus jeune, c'est ça que tu voulais faire, tu disais je vais être journaliste? Non. Non? Non, mais je pense que l'affaire que je me souviens que je disais, là, parce que c'est sûr, les enfants ils disent toutes sortes d'affaires, mais quand j'avais genre 7 ans, je disais toujours que je voulais comme être un ingénieur en robotique. Puis tu sais, j'imaginais faire genre des killer robots, puis des trucs qui seraient... Ça avait l'air vraiment intéressant, là. J'aurais tous mes robots qui travailleraient pour moi, là. Puis finalement, comme plus tard, je pense que je voulais être chimiste, mais j'ai toujours été intéressé par les sciences. Puis finalement, j'ai juste comme décroché l'école, fait que tu peux pas devenir trop un scientifique. Puis tu sais, j'ai toujours eu plein d'intérêts, tu sais, c'était pas comme... Fait que l'écriture m'a intéressé, tu sais, l'industrie du livre, c'était mes premières expériences. Donc, Fait que t'as comme... À un moment donné, c'est juste les journalistes qui t'a paru, puis t'as décidé de te lancer là-dedans. Ouais, mais en fait, tu sais, j'aimais écrire, j'aimais raconter des histoires. Puis je me suis dit, OK, c'est un moyen de faire de l'argent qui est intéressant. C'est mieux que de travailler dans un entrepôt. J'ai travaillé dans un entrepôt, dans des centres d'appel. C'est pas le fun. Je sais pas si tu as déjà travaillé dans un centre d'appel. Dans un entrepôt, oui, entrepôt. OK. Ouais, mais les deux sont chiants. Mais je te dirais que c'est plus le fun de travailler dans un entrepôt qu'un centre d'appel. Comme, non, je vais pas répondre à ton fucking sondage. C'est vrai. Écoute, tu as travaillé dans le journal Les Affaires, qui est quand même assez connu au Québec. Mais à un moment donné, tu as décidé de te lancer en entrepreneuriat. Pourquoi est-ce que tu as fait le saut en entrepreneuriat? C'est une bonne question, parce que je suis complètement fou. Non, mais pour répondre à ta question plus précisément, j'ai déjà eu une maison d'édition dans le passé, fait que c'était pas ma première expérience. C'est l'expérience la plus folle, parce que là, le défi est encore beaucoup plus gros. Là. Mais je pense que tu as ça en toi, puis tu sais, quand t'es entrepreneur, tu sais, genre, t'as tendance à vouloir te mettre en danger, puis t'aimes le risque. Puis j'avais beaucoup de plaisir parce que, tu sais, être journaliste, ça assouvissait ma curiosité intellectuelle. Puis j'étais payé pour faire ça. Donc, c'était vraiment stimulant.
Mais il manquait quelque chose, il manquait la partie risque. Puis à un moment donné, puis en plus, je voyais une opportunité d'affaires. Okay. Fait que je me suis lancé. Parce qu'en même temps, quand tu étais journaliste, tu écrivais beaucoup sur les entreprises. Tu voyais souvent des opportunités. Puis à un moment donné, tu t'es dit, il faut que je le fasse. Ouais, mais effectivement, tu sais, j'ai été 5 ans journal des affaires. Puis tu sais, j'ai vu comme une génération d'entrepreneurs. C'est sûr que la plupart comme finissent par se trouver un job. Là. Fait que tu sais, j'attirais des jeunes entrepreneurs. Puis tu sais, 2 ans plus tard, il travaille chez Shopify, puis il n'y a plus sa business. Mais ceux qui ont réussi étaient rendus comme série B, où j'ai vendu ma compagnie, puis je suis rendu à un autre niveau. Puis moi, j'étais toujours journaliste, toujours dans les affaires. Tu sais, j'avais pas. Fait que tu sais, tu avais plusieurs parcours, puis moi, ben, tu sais, j'avais un job super le fun. Fait que tu sais, j'étais pas du tout à plaindre. Je pense que j'avais un des jobs les plus fun qui existent. Mais j'étais pas en train j'étais pas en train de prendre des risques puis de changer le monde. J'étais en train de parler de ceux qui sont en train de changer le monde. Ouais, c'est ça. Je pense que peut-être que ceux qui sont en train d'écouter puis de visionner cette vidéo et podcast, ils se demandent quelle était la réaction de ta famille. Tu sais, t'es vraiment dans un bon endroit, le journal des affaires, t'as un bon travail, c'est le fun. Qu'est-ce que ta famille a pensé? C'est une bonne question. Écoute, moi je m'attendais à ce que ma mère me dise comme t'es vraiment stupide, puis comme pourquoi t'as fait ça, puis j'ai été déçu un peu parce qu'elle était vraiment fière que j'étais journaliste puis tout. Mais elle m'a vraiment surpris. Elle m'a dit comme, tu sais, t'es tellement intelligent, Julien, comme ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Elle m'a dit, si tu prends cette décision-là, je comprends pas vraiment, mais je pense que si tu le prends, ça doit être la bonne décision. Fait que ça, c'était comme, oh wow! C'est bon. puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup de parents, tu sais, qui diraient ça. C'est sûr que comme, tu sais, ensuite, c'est long, puis c'est comme, OK, t'as toujours pas d'argent 1 an plus tard. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, c'était comme, ouais, t'es-tu sûr? Mais tu sais, à jamais été, puis je connais plein d'entrepreneurs qui ont de la famille qui leur disent comme, tu sais, t'es vraiment un imbécile, puis tu vois pas la réalité, puis t'es sur un... Tu sais, ça existe parce que oui, c'est dur, puis tu travailles comme un malade, tu fais pas d'argent, puis il y a plein de risques, puis là, les gens qui ont des jobs ordinaires arrivent juste pas à comprendre, pensent que tu as une maladie mentale. Ça n'a pas été le cas de mes parents, mais c'est sûr qu'ils étaient comme, t'es-tu sûr que tu veux pas avoir une job? Mais ça pourrait être le fun pour toi. Tu sais, je dis pas que c'est la seule option, mais oublie pas que ça existe. Mais en même temps, je vois que tes parents t'ont appuyé, mais quand tu leur as dit le nom de ta compagnie, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Parce que c'est pas Microsoft, c'est quand même Bacon là-dedans. Ben ouais, je pense que ma mère m'a dit pourquoi c'est pas un mot en français, mais tu sais j'ai dit bacon dur, je suis pas sûr si ça serait super porteur puis ça serait dur à exporter là, surtout que c'était c'est faire une multinationale fait que OK, ben on est déjà dans le sujet de l'application, de ton entreprise. Fait que parlons de Hard-Bacon, qu'est-ce que c'est en fait? Parlons vraiment de OK, j'essaie d'y aller comme sur le plancher des vaches. C'est une application iPhone. Puis une fois que tu la télécharges, tu peux te connecter à tes comptes d'investissement. Fait que tu sais ce qu'on appelle les comptes de courtage, c'est des plateformes qui permettent d'aller en bourse, d'acheter une action de Apple, d'acheter une action de Microsoft. Puis la réalité, ce qu'on fait, on se connecte, on a les informations. On sait combien tu as d'actions d'Apple puis dans Microsoft, c'est ton portefeuille. Mais on va analyser ça de manière à ce que tu comprennes les risques. Tu sais, par exemple, si ton portefeuille, c'est surtout des actions de tech américaines, on va dire, hey, regarde, tu sais, pense à ton risque de change parce que tes investissements sont en devise américaine. Puis si la devise canadienne va bien, puis l'économie canadienne va mieux que l'économie américaine, mais tes investissements vont baisser. Fait que c'est pas une question que c'est mauvais. Il y a beaucoup de Canadiens qui ont des investissements américains. C'est de comprendre le risque, puis d'être capable de mieux gérer ce portefeuille-là, puis de savoir que c'est le risque. Parce que souvent, les gens, ils s'en rendent compte beaucoup trop tard que, oh shit, l'investissement était moi. Là, je te donne un exemple. En fait, on a 9 critères d'analyse, mais c'est celui que je raconte le plus parce que c'est une grosse erreur que j'ai faite où j'étais tout en stock américain à une période où on commençait à faire beaucoup d'exploitation pétrolière en Alberta puis que le dollar canadien devenait de plus en plus fort. Ça vient d'une expérience personnelle qui t'a poussé à faire ça. C'est ça. On a 10 critères d'analyse. On regarde l'allocation par secteur. Puis l'idée, c'est que n'importe qui, les finances, c'est pas très compliqué, mais si on dit aux gens comme voici un livre sur la finance, puis voici comme une liste de sources financières, puis amuse-toi, puis tu peux aller dans Excel. Ben les gens,
l'effort est quand même trop grand. Fait que souvent, les gens, soit qui disent ben fuck it, je vais pas investir, c'est trop compliqué, ou ils investissent puis ils vérifient pas ces choses-là. Puis je les comprends parce qu'on est occupé, on n'a pas juste ça à faire. Fait que nous, on pré-mange toute cette information-là, puis on a des tooltips aussi, t'es pas sûr, on t'explique. Fait que ça rend le processus d'investir à la portée de tous. OK. Fait que si je viens compris, fait que cette plateforme est axée plus du monde qui a de l'expérience dans les marchés boursiers ou vraiment c'est... Ben, pour l'instant, tu sais, il faut que tu aies ouvert un compte. Fait que, tu n'as pas besoin d'expérience. Tout le monde peut l'utiliser pour bien comprendre son portefeuille. Mais l'idée, c'est que ben, si tu télécharges l'application demain matin et que tu n'as pas de compte de courtage, ben, ça serait intelligent d'ouvrir un compte de courtage en même temps parce que les deux vont ensemble. Nous, on n'est pas courtier. Fait que, mais tu n'as pas besoin d'expérience et de connaissances poussées pour utiliser l'application. Fait que ta plateforme est dans les domaines de la FinTech et la Financial Technology. Oui. Fait que, est-ce que c'était ça ton but de lancer ça dans le domaine des finances ou c'était vraiment juste parce que tu as eu une expérience avec ça ou tu as décidé? Tu vois, en général, les entrepreneurs, tu as tout le temps l'histoire, puis là, tu dis comme « Ah, je voulais régler mon problème », puis oui, je voulais régler mon problème. Mais il y avait une conscience macroéconomique aussi, puis ma première expérience a un peu documenté ça parce que j'avais une maison d'édition qui est un secteur en décroissance. Puis là, tu sais, t'as beau avoir des beaux livres, si tu es dans une industrie qui est en décroissance, ça va pas bien. Fait qu'un de mes critères, je me suis dit, ma prochaine business, je veux que la tarte augmente chaque année. Puis c'est évident que le secteur des services financiers a un paquet d'enjeux qui font en sorte qu'il y a une place énorme pour les fintech, les gens qui amènent l'automatisation dans ce milieu-là. Donc, c'était clair, ça faisait un bout de temps que je savais que je me lançais en fintech. Puis tu vois, j'avais, tu sais, mon expérience avec ma plateforme de courtage n'était pas géniale. Fait que pour moi, c'était comme évident que ça serait facile de régler un paquet de problèmes que j'avais eu. Mais c'est lequel? Fait que, comme toute start-up, on a fait plein de zigzags, puis parlé à plein de gens, puis essayer de voir, oui, c'est comment sur le plan du client, comment bâtir quelque chose qui crée de la valeur pour le client, mais aussi comment le faire de manière légale en se conformant à la réglementation. Oui, parce qu'il est dans un domaine qui est assez réglementé. C'est vraiment difficile côté loi. Fait qu'il faut que tout soit en règle. Tout à fait. Puis ça rend notre vie plus difficile en tant qu'entrepreneur, mais en même temps, ça crée ce qu'on appelle une barrière à l'entrée. Fait que moi, je trouve que les secteurs réglementés sont intéressants. Oui, ils vont vous donner des sueurs froides. Oui, vous allez être fâché. Oui, ça va vous coûter cher en avocat. Vous allez haïr les avocats en général. Même si vous allez aimer les vôtres, là, mais si mes avocats m'écoutent. Mais ça crée quelque chose où tu n'as pas une situation où n'importe qui peut juste lancer la même chose. Une fois que tu as réussi à trouver la formule magique, ben là, il y a quelqu'un de plus financé qui va te copier. Puis tu l'as vu avec les Groupon. D'ailleurs, Groupon, je ne sais pas combien ça vaut maintenant aujourd'hui, mais ça vaut beaucoup moins qu'avant. Ça s'existe encore? Est-ce que c'est encore là? Je sais pas, j'ai pas suivi. Je me souviens que c'était coté en bourse, puis l'action faisait ça, puis après ça, j'en ai plus entendu parler. Je pense qu'il existe encore. Mais l'idée, c'est que c'est une belle idée, mais il n'y a aucune barrière à l'entrée, fait qu'1 million de personnes peuvent le faire. Donc, en FinTech, c'est difficile. Puis l'idée, c'est que vous n'aurez pas, quand ça va marcher, vous allez faire de l'argent, vous n'aurez pas 2000 concurrents. C'est impossible, parce que ça prend du temps pour se rendre concurrent. Parfait. Mais avant qu'on passe aux prochaines questions, je veux dire, je voulais que si le monde veut te contacter, par quelle plateforme es-tu le plus pressant? Quels sont tes contacts pour que les personnes puissent parler avec toi ou te contacter? Je te dirais, tu sais, je suis partout. Là, je pense Facebook /bro, B-R-A-U-L-T. Si vous voulez me parler sur Facebook, je suis sur LinkedIn, c'est Julien Brault. Là, c'est LinkedIn, Julien Brault. Twitter, je passe moins de temps là-dessus, fait que je le check de temps en temps, mais tu sais, il était un temps où j'étais comme 24 sur 24 là-dessus, puis sinon, mon adresse courriel est publique, là. Je me dis, je vais pas le donner, si les gens veulent utiliser Google, ils vont être capables de le trouver, puis si tu fais l'effort pour le chercher, anyway, tu sais, je suis facile à contacter. Puis aussi, par rapport à ta plateforme aussi, le site internet est? Hardbacon.ca, warbacon.com, une redirection.ca, puis ils peuvent downloader notre app dans l'App Store en juste tapant Hardbacon. Cool. Fait que nous, on va mettre tous les liens dans la description. Fait qu'on va mettre tout ça pour que vous puissiez rejoindre Julien ou sinon aller voir vraiment la plateforme Hardbacon. Puis parlons vraiment d'un autre sujet en fait, parce que je sais quand tu as commencé Hardbacon, tu lui as donné des cours en ligne sur l'investissement pour faire des revenus. C'est une façon différente de commencer. C'est pas une application directe.
Pourquoi est-ce que tu as commencé à faire des cours en ligne comme ça direct? C'était pas dans les plans du tout. Puis, une des choses, c'est que les gens nous demandaient de la formation. Okay. Fait qu'on s'est dit, OK, on veut utiliser la technologie pour régler un problème, mais les gens, ils disent, je sais pas trop par où commencer, comme ils connaissaient rien, puis je passais beaucoup de temps à répondre aux questions des gens. Okay. Donc, il y avait ça, puis, mais honnêtement, on avait besoin de cash, tu sais. Puis, tu sais, j'avais pas de friends and family riches. Fait qu'on se disait, OK, on peut-tu faire un crowdfunding, tu sais? Puis là, on a checké, est-ce qu'on peut crowdfunder notre app? Puis la réalité, c'est que j'ai parlé à d'autres founders qui ont essayé de crowdfunder des apps. Surtout quand on avait un modèle pas cher par mois, puis dire, tu vas avoir 2 ans d'utilisation de notre app gratuite, ça marchait pas. Il faut quand même que tu aies comme un aspect de deep discount, puis une récompense mais tu sais, avoir un 5, tu sais, mettons, au début, on était supposé être 5, maintenant c'est 1,99 par mois. Dire dans un an, je vais avoir un rabais de 1,99, c'est tellement pas excitant. Fait que ça n'arrête pas de marcher. Puis on a regardé, on a pensé à faire un livre. J'ai déjà écrit des livres, j'ai déjà été éditeur. Fait que c'était le truc le plus facile pour moi. Je sais comment trouver des imprimeurs en Chine pas cher, je sais comment distribuer mes livres. Fait que ça, c'était la première idée. Puis parle au monde aussi. Un livre. Ouais, un autre livre. Ouais. J'ai pas le temps de lire. Le monde me disait, je veux des vidéos. Je suis comme, what? Tu sais, moi, je suis un journaliste d'écrit, là. J'ai jamais fait de vidéos. Puis au journal des affaires, même, il m'avait dit, tu sais, fais des vidéos. Puis j'étais intéressé à apprendre comment, mais. Tu sais, le monde qui sont résistants au changement, mais c'était moi, là. Fait que, OK, le monde veut des vidéos, on va faire des vidéos. On a promis, on a fait une vidéo de campagne en promettant le truc. On ne savait même pas, notre objectif c'était 10 000 $, puis on s'est dit, tu sais, on va trouver comment on va faire les maudites vidéos si on a le 10 000 $, parce que 10 000 $ à l'époque, c'était comme, oh my god! C'est beaucoup. Quand tu commences, c'est beaucoup. Je sais pas qu'est-ce que j'avais. Non, mais je savais que c'était far-fetched, mais tu sais, je me disais, je vais aller chercher des contrats, puis tu sais, en tout cas, j'étais pas si fou que ça que je pensais que je développerais mon app puis tout avec 10 000 $, mais c'était une première étape pour aller à la prochaine étape. Finalement, on a levé 68 000 dans la campagne, puis là, tu sais, grosse pression, il y a un paquet de monde qui attendait ce cours-là, puis on a fait plein de promesses, on va faire ci, on va faire ça. D'ailleurs, il y a encore des modules qu'on n'a pas encore livrés du cours, mais on a quand même livré le gros de qu'est-ce qu'on était supposé livrer, les gens sont contents. Puis j'ai appris à faire des vidéos, écoute… Mais tout ça pour financer Hardbaker. Oui, on n'a pas, tu sais, on n'a pas investi énormément d'argent dans le vidéo, tu sais, l'argent était dans le marketing, dans d'autres choses pour développer la compagnie. Cool. Mais là, on parle des crowdfunding. Je sais qu'en ce moment même, là, tu es dans un autre crowdfunding qui était parti comme il y a à peu près 2 mois, 1 mois. Oui, la campagne en tout, c'était comme 50 jours. Là, fait que là, il nous reste, ça fait 1 mois. Est-ce que tu as atteint ton objectif? Oui, c'était 150 000, puis là, on est rendu, la dernière fois on a checké avant la vidéo, c'est 217 000. Puis la limite légale pour ce type, parce que c'est réglementé, encore une fois, parce qu'on émet des titres, les gens investissent dans notre compagnie, c'est 250 000. Fait qu'on pense être capable d'atteindre les 250 000 au courant des 2 prochaines semaines. Wow. Ça a l'air présomptueux, mais tu sais, voyant comment les chiffres bougent, techniquement, on devrait les atteindre. Et cette campagne de financement, c'est pour vraiment développer, en plus de profondeur, l'application, la plateforme, c'est vraiment pour aller. C'est pour bâtir la compagnie. Fait que oui, on veut ajouter une fonctionnalité de planification financière qui fait en sorte que même si tu as des dettes ou que tu n'as pas encore de compte de courtage, tu vas trouver de la valeur dans l'application, puis éventuellement, tu vas investir. On veut lancer la version Android parce qu'on était juste sur iPhone. Mais c'est pas juste du produit aussi, tu sais, c'est bâtir la business. Fait qu'on veut investir en acquisition de clients, puis grossir les revenus. Donc, tu sais, tu veux pas… c'est pour passer à la prochaine étape. C'est pas juste pour, tu sais, on fait du développement, puis OK, on a fini le développement, on n'a plus d'argent, on est mort. Non, c'est pour être capable de bâtir puis se rendre à cash flow positif si possible. Ça serait vraiment ça l'objectif. Tu peux toujours raiser de l'argent, mais en tant qu'homme d'affaires conservateur, tu veux essayer de voir un path to cash flow positif. Oui. Puis c'est ça l'objectif. Cool. En fait, cette campagne de financement est quand même assez différente. C'est vraiment une autre façon de faire. C'est du participatif capital. Ouais. C'est quoi en fait, un peu, si tu peux nous expliquer en quelques minutes, c'est quoi en fait la campagne de financement participatif capital? C'est ça, c'est du financement participatif en capital. En anglais, ils disent equity crowdfunding. Puis ça veut dire que les gens achètent des parts dans votre entreprise. Ça peut être des titres de dette, ça peut être des actions, ça peut être n'importe quel titre qui sont réglementés par les autorités en valeur mobilière ou des titres que tu achèterais via un courtier. La réalité, c'est qu'il y a des lois qui font en sorte que c'est pas n'importe qui peut se mettre… Tu sais, oui, n'importe qui peut avoir une compagnie, mais tu peux pas commencer à dire…
imprimer des certificats d'action, sortir de ton bureau, aller dans la rue, puis vendre ça. Parce qu'il y a eu tellement de fraude dans le passé qu'ils ont mis des réglementations pour que ça soit réglementé, mais les lois ont changé il y a 2 ans, puis les autorités réglementaires ont dit, OK, on va permettre aux gens de justement vendre des titres à n'importe qui, mais il faut que ça se fasse. Il faut soumettre un formulaire à l'AMF, puis il faut que ça se passe sur les plateformes autorisées, puis il y a des paramètres comme tu peux pas investir plus que 1500 personnes, même 1500 $ par personne. Donc, ils ont essayé de mettre une espèce de safe haven en disant, puis tout le monde va être au courant des risques. Parce que souvent, les fraudes qu'il y avait, c'est quelqu'un qui dit « Ah non, prends tout ton argin pour la retraite, puis moi, je vais te donner plus de rendement. Puis c'est garanti. Ça, c'est la fraude de... ouais, c'est ça, l'espèce de pyramide, ces trucs-là, ou le Ponzi, là, en fait. Puis tu as eu énormément de fraudes. Là. Fait que l'idée, c'est que là, les investisseurs, c'est des investissements à haut risque parce que c'est une entreprise au stade de l'amorçage. On n'est pas public ou on fait pas de profit là, présentement. Donc, c'est vraiment... c'est risqué, mais les gens le savent que c'est risqué. Puis, ça donne accès à une classe d'actifs qui, avant, c'était juste quelqu'un de riche qui dit « OK, moi, je suis prêt à risquer mon argent. Si ça marche, on va avoir un rendement exceptionnel. Si ça ne marche pas, ça se peut que je perde mon argent. Mais avant, si tu n'étais pas riche, c'est-à-dire si tu n'avais pas plus qu'un million d'actifs ou 250 000 de revenus, la loi ne t'autorisait pas à faire ce type de placement-là. Fait que c'est pas un placement pour tout le monde. C'est quelqu'un qui fait juste survivre. Il ne devrait pas investir là-dedans. Mais tu n'as pas besoin d'être millionnaire. Aussitôt que tu as de l'argent, que tu dis, cet argent-là, je suis prêt à l'investir dans quelque chose que je crois, puis je suis prêt à prendre le risque. Puis si ça marche, comme ça va être vraiment cool. Puis si ça marche pas, je vais nourrir mes enfants quand même, puis tout va être correct. Fait que moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça démocratise non seulement cette classe d'actifs-là, mais ça démocratise aussi l'accès au financement. Tu n'as plus des gens, de l'ancienne génération qui décide qui va avoir le capital. Wow! Mais est-ce que tu penses que ça va être que les prochaines startups vont commencer à faire ça? Est-ce que tu penses que ça vient avec son lot de défis, fait que je pense pas que c'est tout le monde qui va le faire, surtout si tu as accès rapide à du capital d'ange ou institutionnel, c'est peut-être plus rapide. La réalité... La vraie réalité d'une ronde d'âge, c'est que oui, il y a juste 10 personnes, mais ça te prend 6 mois à les mettre ensemble. Fait que oui, moi je pense qu'il y a beaucoup de petites rondes, parce que c'est en bas de 250 000, où il y a des gens qui vont se détourner de la communauté d'âge, puis ils vont aller directement là-dessus sans même perdre le temps de prendre les rendez-vous. Mais je pense pas que ça va disparaître. Puis de toute façon, c'est bien, ça s'ajoute. Plus que de capital pour la création d'entreprises, plus de gens vont créer des entreprises, puis plus notre économie va être compétitive. Fait que je ne vois pas que les anges, et puis personne ne va vouloir leur argent. Non, il va juste avoir plus d'argent pour des entrepreneurs. Puis Dieu sait qu'il y en manque de capital d'amorçage à Montréal. Fait que... on est à la fin du podcast, mais avant vraiment de passer à la dernière question, je voudrais juste que tu dises où est-ce que le monde puisse te contacter avec les sites web de ta plateforme pour qu'ils puissent aller quand ils écoutent ça ou regardent ça. Oui, si les gens veulent télécharger notre app, qui aille directement sur le App Store, puis taper Hardbacon, HARDBACON. Sinon, ils peuvent aller sur notre site hardbacon.ca. Donc, c'est ça. Puis les lancements sur Android, ils vont être prévus en septembre. Fait qu'en septembre, si vous voulez regarder ça en septembre, allez sur la plateforme Android puis télécharger l'application. Là, on parlait beaucoup de financement. Tu es un des seuls que je connais qui fait du financement vraiment type crowdfunding. Mais la plupart ont passé par les VC. Fait que je voulais que tu m'en parles en plus, c'était une opinion par rapport au futur du venture capitaliste. Est-ce que tu vois que ça va tout le temps continuer de la même façon? Parce qu'il y a aussi des ICO qui s'en viennent. C'est une très bonne question. Est-ce que tu penses que les VC vont être encore là avec tout ce qui est... Écoute, je peux pas faire de prédiction. Je sais pas de quoi le futur est fait. C'est une industrie que je connais bien. Au Canada, c'est une classe d'actifs qui est pas intéressante, qui n'est pas retournée mieux. Comme c'est une classe d'actifs plus risquée que la bourse, par exemple, ça devrait retourner mieux que la bourse et c'est même pas le cas. Même aux États-Unis, la plupart des fonds de VC font pas de rendement. Donc, c'est pas une classe d'actifs, c'est une classe d'actifs qui est une anomalie économique. Fait que c'est vrai que c'est carrément possible que ça n'existe plus à un moment donné ou que ça prenne une autre forme. J'espère qu'il va toujours avoir du capital
capital pour des entrepreneurs. Mais il y a un risque et présentement, ce qui fonctionne, c'est un certain nombre de gros fonds américains. Les Sequoia, les Accel, les... Founders Field, tout ça. C'est ça, Founders Fund. Il y a quelques fonds, Anderson Horowitz. Mais tu sais, on a nommé les fonds qui sont profitables. Il y en a peut-être une couple d'autres, mais aux États-Unis, il y a des milliers de fonds, là, puis au Canada, il y en a plein. J'en connais, tu sais, Innovia a des très bons IRR. En tout cas, c'est la manière qu'on calcule le rendement pour les fonds. Du moins, ce que j'ai entendu, c'est pas des compagnies publiques, fait que c'est dur de savoir. Mais donc je sais pas. C'est clair que, tu sais, le crowdfunding est intéressant, mais il est limité à cause des montants maximum. Fait que je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais une chose est sûre, c'est que c'est pas comme si le modèle d'affaires, tu sais, même s'il y a plein de gens en fintech qui disent le modèle d'affaires des banques est en train d'être disrupté, puis c'est le cas, c'est vrai. Les VC sont sur un socle beaucoup plus fragile que les banques, parce que les banques sont quand même très profitables et un modèle d'affaires qui fonctionne. Je te dirais que la plupart des VC n'ont même pas un modèle d'affaires qui fonctionne. C'est on the first place. Puis la plupart des fonds sont nouveaux à part, tu sais, si on regarde les vieux fonds américains, il y a eu comme une espèce de traînée de poudre tu sais, après 2008 où tout le monde s'est mis à créer des fonds. Puis, c'est intéressant. Puis ça serait triste, en fait, s'il y avait beaucoup moins de VC money, parce que ça serait difficile pour les gens qui n'ont pas de fortune. Ça serait encore plus difficile pour les gens qui n'ont pas d'argent de se partir. Il y a le crowdfunding, mais présentement, le crowdfunding n'est pas un pourcentage significatif de tout l'argent qu'il y a dans la classe d'actifs VC. Là. Je sais pas. Mais quand même, wow, c'est certain qu'on ne sait pas, on ne peut pas prédire les futurs, surtout que maintenant, il y a aussi les ICO et autres qui s'en viennent. Mais il y a des gens qui investissent pas pour le rendement. Là, je te donnais l'approche économique, mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont fait fortune avec leur entreprise. Puis qui se disent, tu sais, moi, j'ai eu un chèque de 200 000 au début, puis je veux donner au suivant, puis je m'en fous que, tu sais, je veux pas tout perdre mon argent, là, mais même si je fais 0 de rendement, puis j'ai réussi à créer plein de business, puis il y a plein d'emplois qui sont créés, puis la société est plus riche, puis j'ai pas fait un rendement qui compensait mon risque, so what, tu sais. Fait que c'est ça, au niveau des anges, puis justement des gens, tu sais, c'est des gens riches qui financent les fonds. Le seul problème, c'est qu'au niveau des institutions, ça fait plusieurs fois qu'ils donnent l'argent à des fonds en capital de risque, puis que le rendement n'est pas justifié, mais les gestionnaires de portefeuille dans ces institutions-là ont un devoir fiduciaire envers leurs épargnants et leurs déposants d'arrêter de donner l'argent des classes d'actifs qui ne génèrent pas de rendement. Fait que je pense que ça va toujours exister juste pour la simple logique que c'est des entrepreneurs qui sont devenus riches puis ils veulent aider d'autres entrepreneurs puis ils le font pas forcément pour des rendements absolus. Par la philanthropie, comme juste donner de l'argent. Pas forcément la philanthropie parce qu'ils ne s'attendent pas à perdre l'argent complètement, mais c'est ça, il y a une pensée philanthropique, c'est que je veux pas donner, je veux pas faire un chèque puis perdre de l'argent, mais même si je fais pas d'argent ou j'en perds 10%, ben j'ai aidé beaucoup la société puis je me sens bien par rapport à ça. Puis tu as toujours tu sais, c'est quasiment un produit aussi de gambling, c'est-à-dire qu'il y a du risque. Fait que tu te dis toujours, peut-être que j'ai triplé mon argent puis tout le monde va dire que je suis un génie, puis peut-être pas. Fait que c'est excitant aussi. Fait que j'ai l'impression, tu sais, mon approche trop économique était peut-être trop morose. Si tu le regardes dans cet angle-là, ben, il va y avoir encore plein de gens qui vont vouloir ce produit-là de créer des business, puis de l'excitation, puis aider des entrepreneurs, puis il y a une partie humaine. Mais on sait qu'on ne peut pas prédire les futurs, mais on sait qu'au mois de septembre 2018, l'application Heartbreaker va être disponible sur Android et ça va être sur les 2 plateformes. Fait que merci vraiment pour cette podcast, cette entrevue. Merci de nous recevoir ici dans TVGo. Ça fait plaisir. Fait que notre podcast est terminé, puis nous on se voit pour un autre podcast. À la prochaine. Merci.